pour ma part, j'aurais tendance à moins le voir comme un théoricien de l'art et à accorder moins d'importance finalement au Salon de la Rose-Croix, qu'il a lui-même un petit peu désavoué à la fin de sa vie, comme je vous l'expliquerai. Et je ne m'intéresse pas non plus particulièrement à Péladan dans la direction de l'occultisme, mais d'une manière plus littéraire. Je suis extrêmement sensible à sa voix, à son style, et c'est ce dont je vais vous parler en essayant d'analyser les différentes composantes de cette voix pour essayer de percevoir finalement qui il y avait derrière. Quand on aborde sa lecture, le premier élément qui frappe, l'aspect le plus évident du ton de Péladan, c'est ce qu'il peut y avoir de péremptoire. De trop péremptoire pour être vrai, peut-être parce qu'on y perçoit en même temps les signes d'un malaise par rapport à ce qu'il affirme de manière aussi péremptoire. Ça se remarque très tôt. Vous prenez le premier chapitre de son premier roman, Le Vice suprême. Péladan est jeune, il est venu à Paris pour combattre le naturalisme en peinture, le positivisme en philosophie, et ce roman commence très bizarrement par un hommage à Émile Zola. Zola n'est pas cité directement, mais la phrase qu'au début de ce roman, l'héroïne se répète dans son sommeil après s'être endormie en lisant une page où dit Péladan « Toutes les sèves en délire éclatent en un cri du rut », cette phrase appartient bien non seulement à Zola, mais à la faute de l'abbé Mouret. Et non seulement à la faute de l'abbé Mouret, mais au moment exact de la faute. Celui où Serge Mouret profane sa vocation en possédant Albine, qui en mourra de désespoir à la fin du livre lorsque le même abbé reviendra aux exigences de son ministère, démonstration d'un moralisme un peu facile, mais nettement anticlérical. C'est-à-dire que, avant même d'avoir commencé à parler, Péladan introduit dans son premier roman la personne et un peu de la prose de cet Émile Zola qui était sa bête noire, de cet ennemi absolu qu'il a fini par surnommer la bête en 1890 lorsqu'il lui a consacré ce qu'il appelait un mandement d'excommunication. Et c'est pas du tout un fait isolé. L'un des traits récurrents de la personnalité de Péladan, comme on va le voir, c'est une sympathie instinctive pour l'ennemi, une fascination de sa pensée pour tout ce qui lui est le plus contraire. Et c'est ça la première note que je voudrais qu'on entende dans sa voix, la première discordance, et qu'on va retrouver également dans l'ambiguïté du titre qu'il donne à sa grande série de romans, La décadence latine. Ambiguïté parce que Péladan se pose en dénonciateur de la décadence latine. Il essaye de la juger, il entend la condamner, la moquer, peut-être un jour la racheter, mais il est bien évident qu'il s'en accepte. Et qu'il s'en accepte, ça dure très très peu. Au bout de 2-3 romans, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. On perçoit la délectation qu'il éprouve à évoquer les vices modernes, suprêmes et autres. Et quand on lui reproche de participer à cette pornographie qu'il dénonce, il répond « Ces paroles hardies, ces fermes expressions qui violent la niaiserie émasculée ou la tartufferie bienséante, l'art les condamnerait-il? Le catholicisme les veut. » Le catholicisme est donc nécessairement pornographique. Et par ailleurs, l'ensemble des personnages qu'il décrit dans la décadence latine vont tous être très rapidement atteints, contaminés par cette décadence qui va mener à une espèce d'échec généralisé. Chacun de ces personnages incarne une facette de l'auteur sous différents noms que Péladan a pris dans le panthéon chaldéen. Il y a le Péladan mage, le Péladan romancier, le Péladan artiste, le Péladan adolescent. Mais les figures principales, évidemment, ce sont celles de Mérodach et de Nergal, le mage et le romancier. Le mage est un personnage qui a le rôle dans cette série romanesque d'enregistrer les variations du positionnement occultiste ou religieux de Péladan, et l'autre, les vicissitudes sentimentales et les grands moments d'exaltation érotique.